Bonjour, Bonjour bienvenue Nicolas. dans ce webinaire très spécial. Bonjour, je m'appelle Nicolas Jouan de la société Sky Group. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Canon France, plus particulièrement dans leur showroom ou leur studio Canon. Et pour co-présenter ce webinaire aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien Noyant de Canon France. Donc, je vais te laisser te présenter, Fabien. Bonjour à tous, donc je suis effectivement Fabien Noyant, en charge des caméras PTZ pour le marché français. Et c'est l'occasion pour nous d'accueillir la société Sky Group au siège social de Canon France dans le 17e, dans notre nouveau studio, et d'en faire profiter à nos partenaires, de vous faire une présentation des caméras PTZ, mais également des solutions partenaires comme Camtrace d'Inogénie, sujet qu'abordera Nicolas par la suite. Absolument. Absolument, on parlera du Camtrack d'Inogénie, car il y a eu un nouveau partenariat entre Inogénie et Canon dont nous parlerons aujourd'hui, pour pouvoir automatiser par le suivi à la voile les salles de réunion. Donc, on va pouvoir tout de suite démarrer, je pense, par une petite revue de ces fameuses caméras tourelles. Exactement. À préciser que voilà, c'est quand même une nouvelle gamme de produits qui arrive très très fort sur le marché de l'intégration audiovisuelle, avec beaucoup de fonctionnalités que l'on retrouve sur ces caméras tourelles qu'on connaissait par ailleurs sur d'autres produits Canon. Tout à fait, c'est une gamme de caméras qui est assez récente chez Canon. Première caméra qui est sortie en 2022. Donc, c'est des produits assez récents. Aujourd'hui, en 2026, on a une gamme exhaustive que je vais vous présenter aujourd'hui, avec des innovations technologiques par rapport à la concurrence. Donc, tout ça, ça sera expliqué pendant notre webinaire. Donc, en l'occurrence, là, vous avez une petite photo du siège Canon qu'on va retrouver dans le 17e, le long du périphérique. On a un magnifique showroom sur l'ensemble des produits printing et vidéo pro, en passant par les appareils photo. Également, nous avons un service après-vente en France, à Colombes, en région parisienne. Et ça, c'est important puisqu'on prend également en charge les caméras PTZ qui sont garanties 3 ans, avec un picking des caméras en cas de soucis, un retour à Colombes et une réexpédition à notre charge. Donc ça, c'est un service supplémentaire également qu'offre Canon France. Au niveau de la gamme PTZ et des segments de marché, on va dresser différents segments de marché sur la gamme PTZ. Le premier segment, c'est, on va dire, entre guillemets, la partie haut de gamme pour tout ce qui est studio broadcast, studio télé et production live d'événements en direct, où là, on va avoir 2 modèles qui vont sortir en 12G SDI, puisque cette sortie est requise pour ce type de production. La CRN 700 qui est en capteur 1 pouce, la CRN 400 qui est en capteur 1,5 pouce, et on verra un petit peu les différences après, mais en gros, entre le 1 pouce et le demi-pouce, si on a une bonne maîtrise de l'éclairage, on peut partir aisément sur 2,5 pouces. Dans le cas contraire, on va plutôt partir sur un capteur 1 pouce qui bénéficie en plus d'une technologie Canon propre qu'on va retrouver sur la vidéo pro, sur les appareils photo, qui est une fonction qu'on appelle Dual Pixel, qui permet de faire un point extrêmement rapidement avec une extrême vélocité, donc qui est très appréciée dans le monde du broadcast. Ensuite, on a un deuxième segment de marché sur lequel peut-être va plus concerner notre cible client aujourd'hui, qui va être les auditoriums, les studios corporate comme on est actuellement, les salles de classe, où là, on a 3 modèles de caméra, un modèle 1 pouce et 2 modèles demi-pouce, avec des processeurs différents, de générations différentes. Donc, on verra la valeur ajoutée après de ces processeurs, mais elles sortent toutes les 3 également en sortie 3G SDI, puisque bien souvent, pour ce type d'application, on va faire du stream vidéo et on va sortir au maximum du Full HD, le 4K étant aujourd'hui très compliqué à sortir, notamment en stream. Donc, juste pour bien comprendre, donc le 12G, c'est le 4K. Le 12G, c'est le 4K en format SDI, effectivement. Et le 3G, donc, c'est le format HD. HD ou Full HD, absolument. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, donc, plus le CMOS est important en dimension, meilleure sera l'adaptabilité finalement de l'image à la lumière. Absolument. Plus le capteur est grand, plus j'aurai des capacités en basse lumière que je n'aurai pas avec un capteur plus petit, et notamment pour limiter le bruit dans l'image. Plus mon capteur est grand, plus ça jouera sur ce type de phénomène. D'accord. Et aujourd'hui, les caméras que nous utilisons dans le studio, c'est des CRN. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être équipé avec des capteurs, des grands capteurs, CRN 500, donc la caméra que vous trouvez au milieu, dans le segment studio interne, studio corporate, qui offre également énormément de polyvalence en termes de synchronisation avec des écrans comme on a derrière pour éviter du flicage, des choses comme ça. D'accord. Et enfin, le troisième segment de marché qu'on adresse, c'est les salles de réunion, notamment avec nos amis d'Inogénie et la solution Camtrace, où là, on a la CRN 100,
où on s'affranchit, on n'a plus de sortie 3G SDI, on a uniquement de sortie HDMI, puis bien entendu des sorties IP et USB-C, qui vont nous permettre de faire de l'intégration à un niveau de prix plus intéressant pour ce type d'application. Donc finalement, on a des caméras qui démarrent aux alentours de 2000 € jusqu'à alors quasiment on verra 7000, le segment de prix après, mais en gros, ça part de 2000 € hors taxe jusqu'à 8000 € hors taxe pour la plus grosse caméra broadcast. Voilà, un point important au-delà du capteur, c'est également le processeur. On a une nouvelle génération de processeurs. Donc, nos premières caméras, je vous disais, en 2022, sont sorties avec un Digix DV6 qui était performant pour l'époque. Aujourd'hui, on est arrivé sur un Digix DV7 qui nous amène encore plus de performance, et notamment de deep learning, d'apprentissage, de fonctionnalités intéressantes pour l'utilisateur qu'on abordera par la suite. Donc voilà, là, on voit les deux générations de caméras, de processeurs. Donc, la CRN 700 grand format et CRN 400 350 sont de nouveaux modèles qu'on a sortis en début d'année, là au mois de janvier, donc très récent, avec énormément d'innovation grâce à ces processeurs. Et puis la CRN 300, qui est aujourd'hui notre best-seller, dispose d'un DVX 6. On voit également que la plupart des caméras permettent également une sortie USB-C, notamment pour aller se connecter directement sur une MTR lorsque l'intégration le permet. Petite question. Aujourd'hui, donc Canon maîtrise quasiment toute la chaîne de fabrication. Vous maîtrisez la lentille, le processeur, absolument, la motorisation, tout ce qui compose la caméra est fait par Canon. Absolument. On n'est pas dans une mosaïque ou un assemblage de composants de différents constructeurs. On n'a pas de CMOS Sony, on n'a pas de processeur. Non, on n'a pas d'OEM, c'est du 100% Canon. En fait, nos caméras PTZ sont des dérivés de nos caméras de pointe, de nos caméras de reportage qui sont éprouvées sur le marché depuis plusieurs années maintenant, déjà. Depuis très longtemps. Voilà. Et on va optimiser et rationaliser la production des caméras PTZ avec des optiques qui sont utilisées déjà par ces caméras de pointe, processeurs et capteurs. Donc voilà. Donc c'est déjà éprouvé en termes de colorimétrie, en termes de problématiques d'ingénierie, d'ingé-vision, etc. On a déjà des solutions qui sont éprouvées de par ces caméras. Ici, on voit un petit peu les différents segments de prix. Donc, capteur 1 pouce, on va être sur la CRN 500 qu'on a au studio à 5300 €, avec toujours une sortie 3G SDI et bien entendu HDMI IP. Et puis la CRN 700 qui va être à 8000 €, donc le haut du segment de marché. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt choisir une CRN 500 ou 700 par rapport au capteur 1,5 tiers, je crois, c'est ça, 1,5. Alors, un 2,3 pouces, on va parler de demi-pouce pour être plus simple. Eh bien, c'est la maîtrise de l'éclairage. D'accord. Voilà. Comme dans un studio comme on est aujourd'hui, on a un bel éclairage qu'on maîtrise. Donc, on pourrait très bien mettre des capteurs demi-pouce, ça se passerait très, très bien en termes de rendu d'image. Par contre, quand je suis, par exemple, sur un concert avec des spots, des projecteurs ou en basse lumière dans un amphithéâtre, un auditorium, non maîtrisé, moins bien maîtrisé, on va dire. Là, pour le coup, pour éviter d'avoir trop de bruit dans l'image, on va partir aussi sur des caméras avec des capteurs de plus grande taille. J'imagine le même constat pour le sport et tout ce qui est rapide à l'écran. Alors, effectivement, après, pour le sport, on va partir sur des caméras qui permettent de délivrer du 60 ou du 50 images secondes en général. Donc, typiquement, ça va être la CRN 700, la 400 et la 350 sur de nouveaux modèles qui permettent de délivrer du 4K à 60 images de façon confortable. Voilà. D'accord. Pour le reste des caméras, on va sortir en 4K maximum 30 images ou 25 images. Très bien. Ensuite, là, on va retrouver l'ensemble de la gamme. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail sur tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, mais il y a des points importants à souligner qui sont par exemple la partie zoom. On n'a pas parlé de zoom, mais les caméras grand capteur 1 pouce ont un zoom optique 15 fois en format 4K. Et la CRN 700 dispose d'un zoom avancé 30 fois quand je suis en mode Full HD. Exactement. Donc en fait, ce n'est pas du zoom numérique. On va doubler la capacité de zoom avec une extrapolation sur échantillonnage du nombre de pixels. Pour passer du 4K, on va exploiter tous les pixels du 4K pour descendre à du Full HD. D'accord. Donc ça nous permet de doubler cette puissance de zoom. De la même manière, pour nos nouveaux modèles CRN 400, CRN 350, on va avoir un zoom optique 20 fois en 4K et jusqu'à 40 fois en Full HD. Donc ça, c'est des conforts d'utilisation. Oui, c'est une très belle gamme. Exactement. Les points communs, ça va être également l'IP.
On va pouvoir ressortir un tas de flux IP et notamment du NDI HX2 un tas de flux IP et notamment du NDI HX2 qui va être utilisé par exemple par SRT, UDP, tout cela. SRT, RSTP, RTMP, UDMP. voilà, tout un tas de protocoles. Attends, je fais la liste. Alors, voilà. Donc, 2 protocoles, on va dire, de stream. Un protocole SRT qui est un protocole IP sécurisé, de point à point. Et puis le NDI qui est très connu pour des applications, soit par exemple de studio VMX, on va plutôt récupérer tout le signal. Tous ces protocoles sont intégrés dans la caméra, il n'y a pas de licence supplémentaire à acquérir. C'est un point très important, c'est qu'il n'y a pas de licence supplémentaire, par exemple, pour le NDI. D'accord. Donc on offre dans toutes nos caméras le NDI. C'est intégré embarqué dedans, ce n'est pas une licence que l'on active par logiciel. Très bien. Voilà pour cette partie-là. Dante vidéo? Non. Pardon? Le Dante vidéo, non? Le Dante sur la partie audio, qui n'est pas pris en charge par nos caméras. Et le Dante vidéo, non. D'accord. C'est pas un protocole aujourd'hui qui est commun à ce genre d'application. Non, pas encore. Non, voilà. Peut-être un jour, la question. Pour l'instant, qui sait. Alors effectivement, c'est un bon point puisqu'on peut aussi rentrer un micro sur les caméras. Alors, différents formats de sources audio et embedder le signal audio éventuellement sur la sortie IP, HDMI, SDI disponible sur la caméra. D'accord. Voilà. Une posture de Canon par rapport au format IPMX? Alors, c'est quand même extrêmement récent comme protocole. C'est en réflexion. Je sais que la partie support technique européenne travaille dans le consortium à ce niveau-là. D'accord. Il y a un vrai intérêt, effectivement, par rapport au 2110. Maintenant, on est très en amont sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de produit abouti avec ce type de protocole. Mais c'est en réflexion. Très bien. Ensuite, on a 2 modèles. Alors là, je passe rapidement parce que c'est un petit peu compliqué. Mais elles sont bizarres, ces caméras. Ouais, elles sont très bizarres. Ça fait un peu R2D2. D'un autre temps. Voilà, des caméras extérieures, donc designées, thermostatées pour être résistantes aux intempéries, avec la petite essuie-glace, etc. Donc, ce sont des dérivés de nos caméras intérieures. Mais pour l'extérieur. Dans l'extérieur, exactement. Très bien. Donc, installation fixe. Installation fixe permanente. D'accord. Effectivement. Il y a certaines chaînes de télé qui utilisent pour faire ces caméras-là, pour faire des beauty vues de Paris. Comme TF1 pour l'arrière-plan du journal depuis Boulogne-Billancourt. Voilà, des chaînes comme BFM ou des gens comme ça. Voilà, il va falloir qu'on fasse la même chose ici parce que là, on est un petit peu limité, bien qu'on soit sur Paris. Alors là, moi, j'ai une belle PTZ à l'arrière. C'est vrai, on pourrait avoir un beau plan de Paris, effectivement. Une petite vue de Montmartre, ce serait ça. Exactement. Ici, je vais aborder un petit peu les nouveaux modèles sortis au mois de janvier, la série 400 et 350. En fait, c'est exactement la même caméra en termes de fonctionnalité. Il y en a une qui est designée pour faire de la production live. Donc, je disais tout à l'heure, Nicolas, on a besoin de 12G pour les chaînes, comment dirais-je, le workflow de production événementielle ou broadcast. Et j'ai une autre caméra, la 350, qui, elle, est plutôt designée pour faire de l'intégration, où là, en l'occurrence, le 4K est très peu exploité. On va faire beaucoup de visioconférences, de streams, d'auditorium, de choses comme ça. Où la CRN 300 est tout à fait designée pour ça, avec un prix de contenu, puisqu'on a vu tout à l'heure, elle sort à 3 800 €. Caméra qui fait du 4K 60p HDR. Donc, c'est quand même très intéressant, avec des fonctions assez particulières maintenant, avec des environnements de murs d'image qu'on va aborder après. Et donc, vous avez du Genlock, vous avez... Alors après, en termes de connectique de production live, on a tout ce qu'il faut effectivement pour synchroniser plusieurs caméras, donc Genlock, Timeline. Quand j'ai du 12G SDI, j'ai également une sortie 3G SDI. De la même manière, je peux faire des zones de crop, donc on verra ça tout à l'heure, mais on peut sortir éventuellement 2 flux distincts sur la même caméra. Voilà. Et toutes les données du PTZ sont captables aussi pour tout ce qui est application de réalité virtuelle? Alors, ça, c'est une fonction qu'on appelle le FreeD chez nous, qui permet d'avoir un retour de position en métadonnées permanentes de la caméra, donc en pan-tilt zoom. Et ces métadonnées sont effectivement envoyées à nos développeurs tiers qui font de la réalité augmentée, des choses comme ça, qui ont besoin d'un retour de position permanent pour, comment dirais-je, dimensionner correctement les objets virtuels par rapport au sujet présent physique réel. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité qui est sur l'ensemble de nos caméras, sauf la M100. Voilà, mais qui est une caméra dédiée aux salles de réunion. Voilà, donc là, on voit un petit peu un récap de tout ce que j'ai cité. On n'a pas parlé du protocole de contrôle. Il y a soit un protocole de contrôle XEC Canon, qui est ouvert, qu'on donne. Mais je crois que tu as un transparent pour ça. Il y a une petite explication là-dessus.
Voilà. Donc, la taille, on n'a pas parlé de la compacité de la caméra, mais elle se retrouve avec un modèle intermédiaire entre la N300 et la N500. Donc, en termes d'intégration, c'est quand même plus évident à positionner discrètement, on va dire. Ici, on retrouve les capacités des deux nouvelles caméras. Donc, comme je vous disais, du 4K 10 bits disponibles ou du 4K HDR, PQ ou HLG, donc sur des formats d'exploitation standard, grâce au Digix DV7 qui nous permet de Qu'est-ce que le Digix DV7 amène par rapport au Digix DV6 en termes de fonctionnalités? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités clés sur ce nouveau format? Beaucoup plus de performance, de puissance. Donc, du coup, on va aller plus loin dans le deep learning. On verra que ces caméras-là font également de la reconnaissance de visage, mais également de la reconnaissance de tête lorsque le sujet se met de dos. Ça, c'est intéressant parce qu'on garde le point sur le sujet et éventuellement, si la caméra est en tracking, on continue de traquer le sujet. D'accord, même s'il tourne la tête vers un tableau, par exemple. Et ça demande quand même un apprentissage de la caméra sur la morphologie de la personne, surtout quand elle est de dos. Donc voilà, donc ça, cette puissance de calcul nous permet d'avoir ce genre de fonctionnalité, d'assistance pour l'utilisateur. Ici, on va retrouver un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, donc le zoom avancé. Ça, c'est intéressant. Par exemple, si je suis en régie dans un auditorium où je suis assez loin du sujet à 15-20 mètres, avoir un zoom 40 fois en Full HD, c'est quand même considérable. De la même manière, si je suis en événementiel sur un spectacle, en général, je suis rarement à proximité de la scène. Donc pareil, avec un rapport de zoom de ce type-là, c'est non négligeable en gardant une qualité d'image exploitable et acceptable sans détérioration numérique. Ni retraitement. Ensuite, on a une fonction sur les caméras 12G SDI, qui sont la CRN 400 et la CRN 700, qui est ce qu'on appelle le cropping, le recadrage. Ça va nous permettre, dans ce capteur 4K, de faire deux zones HD distinctes en Full HD et d'envoyer ces deux zones indifféremment sur comme l'une et l'autre sortie. C'était deux caméras, finalement. Sur les deux sorties de la caméra. Donc, sachant que le 3G est dupliqué avec le HDMI, donc on sortira le même format d'image. Mais voilà, de la même manière, si je veux un plan large, un plan serré, je vais faire une zone de crop. Je vais rentrer mes deux sorties sur mes mélangeurs, je rappellerai indifféremment le plan serré ou le plan large. Donc ça, c'est quand même assez confortable sur un preset, notamment, bien entendu, en mouvement, il n'y a pas forcément un intérêt flagrant, mais sur un preset défini en deux zones de crop, il y a un vrai intérêt pour gagner une caméra, tout simplement, en termes de coût. J'en parlais tout à l'heure, le Digix DV7 qui équipe également la CRN 700, le modèle broadcast, va être capable de faire la reconnaissance du visage. Donc l'ensemble des caméras font une reconnaissance de visage jusqu'à 9 visages dans l'image. Et on va adapter le focus par rapport au visage. Et de la même manière, on va faire du tracking par rapport au visage. Ceci étant, quand le sujet se retourne, il ne faut pas perdre le tracking ou le point sur le sujet. Donc là, ces caméras-là partent du deep learning et de la reconnaissance de tête. Alors, juste une question, parce que là, on parle de visage et de tête. C'est la première fois que je vois cela. Généralement, les autres constructeurs de caméras, dès que la personne se retourne, on perd le tracking. C'est ça qui est... Sur une solution basique de reconnaissance du visage, comme on peut avoir sur nos CRN 100 ou CRN 300, effectivement, si la personne se retourne, la caméra ne détectant plus de visage, où il y a beaucoup plus de points que sur l'arrière d'une tête, on a quand même énormément de chances de perdre le tracking de la personne, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, ça a un intérêt fort, notamment, par exemple, dans un environnement auditorium, où là, j'ai rarement quelqu'un en régie, un présentateur. Il faut que le présentateur ait toujours le point dessus, qu'il soit face à la caméra ou en train de regarder sa présentation. Alors, j'ai souvent entendu parler de caméras qui perdaient le tracking lorsqu'on avait, par exemple, à l'arrière de l'orateur, un écran LED sur lequel seraient diffusés, on va dire, d'autres personnages. Est-ce que les caméras Canon arrivent à faire le distinguo entre ce qui pourrait être en arrière-plan d'un orateur? Tout à fait. Ça peut arriver, effectivement. On a une fonction dans nos caméras qui nous permet de verrouiller un visage par rapport à d'autres. Donc là, il faut une intervention humaine, soit sur la page web, soit à travers le contrôleur Canon. Et je vais dire, voilà, Nicolas, je veux garder Nicolas en priorité sur les autres intervenants. Ce qui est légitime. Que ce soit virtuel ou réel. Donc à ce moment-là, la caméra gardera Nicolas de bout en bout. Donc je n'aurais pas décidé de changer de personne. Voilà. C'est très bien. Donc ça, c'est un point fort, effectivement, sur les caméras Canon. Ensuite, la motorisation également est importante, quel que soit le type de caméra. Donc là, on voit
globalement que les caméras ont une précision de 0,1 degré. Donc ça, c'est important et c'est très apprécié de nos partenaires intégrateurs, développeurs, parce que le rappel de position avec une grande précision, surtout quand des solutions tiers font également du tracking, il faut que ça soit efficient, hein, qu'on soit vraiment sûr d'être sur la cible définie. Donc 0,1 degré, donc 0,1 degré, c'est pas vraiment... grand-chose, effectivement. Et à l'inverse, on a des vitesses de rotation qui sont assez impressionnantes. Hein, on voit là 180 secondes jusqu'à entre 100 pour les grosses et 180 pour Et donc tout cela est paramétrable, c'est la caméra qui fait ce suivi automatiquement, qui s'ajuste au niveau de la vitesse. Quel niveau de paramétrage avons-nous là-dessus? On a la main sur l'ensemble des paramétrages, sur du rappel de préposition par exemple. On peut donner une temporisation entre une prépo 1 et une prépo 2, mais on peut également donner une vitesse de rotation. Donc ça va extrêmement loin. Et tout ça grâce à cette précision de motorisation. Au-delà de ça, cette technologie nous permet également, par exemple en tracking, de façon automatique, de faire un départ progressif, même si le sujet se déplace rapidement d'un seul coup, de suivre le sujet, et si le sujet s'arrête brutalement, on va faire un ralenti progressif. D'accord. Voilà. Donc ça permet une adaptabilité finalement. Adaptabilité, comme si on avait effectivement un opérateur en arrière qui sera en mesure de faire le cadrage, quelles que soient les circonstances. Donc ça, c'est aussi des points forts apportés par la techno et la motorisation Canon. On retrouve ce type de performance chez les confrères ou pas? Est-ce que vous distinguez par ce type de fonctionnalité d'autres types de caméras? Alors, on va retrouver ça sur certains confrères. Alors, je ne connais pas tout, effectivement, mais on va retrouver ça sur certains confrères. Le point différenciant pour Canon, ça va être également le nombre de pas, c'est-à-dire d'arrêts possibles sur la caméra. On va monter jusqu'à 120 pas sur les caméras, ce qui permet à des développeurs d'être très précis dans le rappel de position également. Ça, c'est un point fort Canon. Après, globalement, sur les motorisations, il faut regarder dans le détail sur chaque modèle. Autre point intéressant, quand je suis dans un écosystème déjà existant, ça pourrait être n'importe quel type de corporate jusqu'au plateau broadcast, les caméras CRN 400, CRN 350 et 700 donc, qui disposent du Digix DV7, notre fameux processeur Canon, permet d'intégrer une LUT. Alors une LUT, c'est quoi? C'est un fichier qui permet de faire la colorimétrie, d'ajuster la colorimétrie de la caméra. Une sorte d'étalonnage de caméra. Exactement, par rapport à un environnement que l'on analyse. Donc LUT, ça veut dire quoi exactement? Lookup Table. Lookup Table. Exactement. Donc ça me permet d'ajuster mes couleurs. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est que quand vous avez déjà des caméras existantes, eh bien, il faut que la caméra Canon rentre dans cet écosystème. Oui, que quand on passe d'une caméra à une autre, on n'est pas des caméras plateau, pardon, ou d'autres caméras PTZ. Et là, l'idée, c'est de matcher la couleur de la Canon avec votre caméra de référence. D'accord. Et ça, c'est unique à ces caméras. D'avoir une sorte de linéarité, une sorte de cohérence de couleur. Quand je vais basculer d'une caméra à l'autre, il ne faut pas qu'il y ait un changement de couleur d'image. Sachant que, par exemple, pour une chaîne de télé, la couleur d'image, c'est également sa signature. Évidemment. Donc, on pourrait aussi créer une LUT, ce fameux fichier avec un DaVinci, un logiciel particulier, on va dire, et l'intégrer directement dans la caméra. Donc, les LUT sont, on va dire, des fichiers, on va dire, de colorimétrie que l'on peut aussi utiliser dans les logiciels de montage vidéo, dans d'autres... Alors, est-ce que c'est pluriconstructeur? Est-ce que le LUT est un étalonnage qui est apprécié par plusieurs devices comme le montage vidéo, ça comme va le être streaming? Très apprécié par les utilisateurs de production. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour matcher, pour faire la correspondance de couleurs entre une caméra A et une caméra B, il faut plusieurs heures. Pour être honnête. Donc, c'est l'ingénierie en général qui est en charge de cette mission-là. Aujourd'hui, on simplifie la tâche de nos clients avec une application logicielle gratuite. Je viens de passer dessus à l'instant, qui s'appelle le Color Matching Software. Et ce logiciel-là, il va permettre aux opérateurs, simplement avec une charte de couleurs, de faire un plan avec la caméra dite de référence, d'enregistrer une image haute définition de ce plan-là avec cette caméra de référence, de faire la même chose avec la caméra PTZ Canon, le même plan dans les mêmes conditions. Et ce petit logiciel va faire mouliner et va vous sortir une LUT directement.
qu'on va pouvoir injecter dans une ou plusieurs caméras PTZ. Super. Donc, ça va nous prendre, on va dire, une demi-heure de préparation, puisque le fait après le logiciel travaille tout seul, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il va nous créer une liste qui va matcher suivant les chartes de couleurs qu'on va prendre, parce que maintenant on est également capable de supporter des nuances de gris et des nuances de couleurs, ce qu'on ne savait pas faire avant. Donc là, on va monter en précision à plus de 95% de précision par rapport à cette correspondance de couleurs. Et bien entendu, l'ingévision derrière peut encore affiner la colorimétrie, voilà, pour faire créer une lutte définitive qu'il va pouvoir stocker dans son PC et rappeler à l'occasion pour une prochaine intervention. Autre point fort du Digix DV7, ça va être l'exposition automatique par rapport au visage. Aujourd'hui, on rencontre souvent cette contrainte dans les auditoriums notamment, c'est qu'on a de plus en plus d'écrans LED. Oui. Alors c'est super, mais c'est extrêmement difficile lumineux pour les caméras. Voilà, ça crée un contre-jour finalement. C'est extrêmement exactement. Oui. On est souvent sous-exposé dans ce genre d'environnement. Et là, la caméra va détecter les visages, va détourer plus ou moins le visage et va faire l'expo par rapport au visage. Tout comme en si elle capturait deux flux séparés sur lequel le caractère, donc on va ça crée un petit peu une image artificielle, puisqu'on va bien voir en arrière-plan la présentation, en l'occurrence. Et bien sûr, les présentations ont une dominante blanche, donc extrêmement lumineuse. Donc là, on a vu la petite vidéo et le sujet ressort bien exposé, effectivement, ou les sujets. Sachant que là, la personne est à 1 mètre de l'écran LED avec un pitch 1.9 sur l'écran LED. Donc ça vous donne un peu une idée des capacités. On pourrait faire la même chose d'où à une fenêtre. Oui. Est-ce qu'on peut encore ajuster au-delà de ce que l'on voit à l'image là ? Là, c'est déjà au max. Beaucoup, voilà, c'est fait par la caméra. Si je le faisais avec une caméra traditionnelle, je serais obligé de brouiller un peu l'image pour voir la personne correctement exposée. Et du coup, je ne verrais plus la présentation à l'arrière. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et les clients apprécient énormément cette fonction sur nos nouvelles caméras. On a également des capacités sur les 2 nouveaux modèles de streaming IP. Donc déjà, on va pouvoir envoyer maintenant un crop IP, un recadrage sur la sortie IP, ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment sur la Sirène 700. Mais aussi, on va avoir une possibilité de 3e crop en format 9/16e pour les réseaux sociaux. Oui, format vertical, donc format téléphone. Et là, natif sur les caméras. Aujourd'hui, on est obligé de passer par de la post-prod et de créer son 9/16e. On ne peut pas le faire en temps réel. Et on ne peut pas le faire en temps réel, alors que là, on pourrait très bien dire, demain, peut-être notre prochain webinar, on fait une animation, on met on le fait en mode vertical. Voilà, on met une CRN. Il va falloir que toi et moi, nous travaillions sur notre physique. Parce que pour le moment, le format horizontal me va très bien, cher ami. Voilà, moi aussi. Mais voilà, on pourrait très bien se dire, tiens, demain, on va streamer sur un SEO type LinkedIn, en format vertical natif. Et comme ça. Simultanément, double flux. Voilà, absolument. Notre public pourra nous suivre directement sur le téléphone. Les caméras, alors ce qui est un point fort aussi de Canon, c'est que quel que soit le modèle de caméra, une petite caméra jusqu'à un très gros modèle de caméra, elles supportent toutes en embarqué l'auto-tracking. Donc il n'y a pas besoin de PC additionnel. De licence supplémentaire non plus. De logiciel installé. On y arrive. Effectivement, par défaut, on offre l'auto-tracking light, entre guillemets, où on va avoir un cadrage au centre d'une personne avec 2 rapports de zoom. On va faire du tracking. Ça permet aux clients d'apprécier la qualité du tracking. Est-ce que ça fait le job voulu, entre guillemets, pour le client ou pas? Et après, on a une licence plus illimitée, où là, on va faire beaucoup plus de choses. Jusqu'à 9 personnes, donc c'est ça. Alors, non, pas forcément, mais avec des zones de restriction, etc. D'accord. Une zone de confidentialité. Donc, si on a dans le champ un corridor, aujourd'hui on parle une entrée de porte que l'on souhaite exclure de la prise de vue. Voilà, ça on peut le sortir. On parle d'auto-tracking, d'auto-framing et bien d'autres analyses vidéo qu'on abordera après. Donc ça, c'est embarqué dans toutes nos caméras. Après, ce qui fera la différence de précision d'auto-tracking, c'est encore une fois la reconnaissance de visage ou la reconnaissance de tête. D'accord. Si la caméra est capable de... Est-ce qu'on peut faire du vignettage? C'est-à-dire, comme on le voit parfois dans les systèmes de visioconférence, on va extraire, si on a 4 personnes autour de cette table, on va extraire les 4 personnes pour les ramener, on va dire, au mode webcam. Oui. Alors non, ça c'est vraiment propre au système de visioconférence. D'accord. C'est dissocié des caméras. Très bien.
Et ensuite, j'ai l'autoloop qui est disponible sur les modèles 1 pouce et les nouveaux modèles, qui est une suite de prise de traces, vue. de prise de C'est vue, un enfin, script, un parcours de la caméra permanent. d'accord. Et quand je vais rappeler cette caméra, je sais qu'elle est sur le parcours. Donc, Comme le début d'un programme dans un générique où exactement. on filme l'audience, le présentateur, l'orchestre. C'est exactement ça. D'accord. Là, on va aborder le sujet de l'auto-tracking, donc version light intégrée dans toutes les caméras. Et ensuite, quand on va ouvrir la caméra, vous voyez, le coût, c'est 600 €. Ce n'est pas non plus inabordable. Prohibitif, effectivement. Voilà, sachant que c'est à vitam aeternam. Une fois qu'on l'a activé, c'est permanent. Et si j'ai des évolutions firmware derrière où je vais avoir encore des fonctionnalités, eh bien, vous ferez un upgrade de l'application sans surcoût. Les mises à jour sont gratuites? Exactement. Les mises à jour sont gratuites. On n'a pas d'abonnement? Non, il n'y a pas d'abonnement. Et au-delà de ça, maintenant, nos caméras sont capables, quand elles sont connectées à Internet, quand elles ont accès à Internet, de détecter s'il y a une nouvelle mise à jour sur notre plateforme et de vous demander, Oui, de faire une mise à jour automatisée, oui. Donc là, on n'a même plus besoin de se soucier maintenant avec les derniers firmware si on doit upgrader la caméra ou pas. Elle le fait pour nous. Je ne sais pas posé la question tout à l'heure, mais toutes les caméras sont PoE+. Elles peuvent être alimentées par le cordon réseau. Très bonne question. J'en ai pas abordé le point, mais l'ensemble de nos caméras sont PoE+, sauf les deux nouveaux modèles. Les deux grandes. La 400, 350 et la 700, qui sont plus. Et là, il faudra une source de 60 watts pour exploiter les caméras. D'accord. Donc voilà, ça c'est un très bon point à prendre en compte aussi. Voilà. Et là, sur l'auto-tracking, pour y revenir, on a la possibilité donc de faire du tracking et d'ajuster la silhouette par rapport au rapport de zoom, mais de mettre la silhouette partout dans l'image. Donc, la caméra fera son cadre par rapport à la positionnement de la silhouette dans l'image. On va être capable de faire de l'auto-framing, donc multi-personnes. Si j'ai 3 personnes dans le cadre, le plan va être ajusté. Si j'ai une personne qui s'en va, on va changer de plan pour cadrer les deux personnes. Donc, effectivement, on va beaucoup plus loin que le tracking que l'on peut observer sur des caméras entrée de gamme. C'est pas un simple déplacement par rapport au sujet. Non. Comme ça permet vraiment d'aller loin dans l'automatisation de salles de cours, de distant learning, par exemple. Exactement. On va être capable, sur un podcast, par exemple, d'analyser le regard, mettre de l'air devant le visage. On va être capable d'analyser si la personne est assise debout et faire des plans différents. Donc, on automatise de plus en plus, effectivement, ce genre on va dire, une assistance pour les utilisateurs. Ici, on va retrouver un petit peu le contenu du paquet. Alors, point important aussi, c'est que les caméras existent en noir ou en blanc. Très bien. Je l'ai précisé tout à l'heure, mais il y a les deux versions suivant qu'on fait de l'intégration, de la production, etc. Par défaut, on livre la platine, quart de tour de fixation, un filet de sécurité, la télécommande infrarouge. Donc, la platine de fixation, c'est pour la fixer où? Alors, c'est au mur, la fixer au plafond? Alors, au plafond ou sur un support horizontal. Si je veux la fixer sur un mur, on a des pattes de fixation murale. D'accord, qui sont accessoires dans la liste de prix. Absolument, qui sont en accessoire ou en suspendu éventuellement. On a tous les accessoires nécessaires en catalogue pour l'intégration. Ça, c'est un point important. Très bien. Le bloc d'Alim est livré avec également, sauf sur la CRN 700 qui est en XLR 4 broches. Là, comme c'est typé broadcast production, on a plutôt des alimentations XLR à disposition. Au niveau du contrôle des caméras, il y a plusieurs façons de contrôler les caméras. Soit j'ai un automate programmable dans une salle de réunion, dans un auditorium, qui va piloter les caméras avec les autres dispositifs d'intégration. Comme le CamTrack d'Inogénie, exactement, dont nous allons parler dans quelques slides. CamTrack, typiquement, prend la main sur nos caméras à travers le protocole NDI. Donc là, et le protocole XEC, donc le NDI pour la partie retour vidéo, et le protocole XEC Canon, qui est ouvert à tous nos partenaires. Pour le pilotage, pour le retour de métadonnées, l'automatisation on donne la main à 100%, la valeur ajoutée du protocole XEC, c'est de donner la main à 100% aux développeurs pour l'intégration de nos caméras. C'est vrai que ces pupitres sont magnifiques, celui qui est tout en haut, là, l'IP 1000. Effectivement. Et vraiment très désirable d'un point de vue design. L'écran est tactile, j'imagine, on peut directement interagir avec l'écran aussi bien que sur les boutons raccourcis qui sont présents sur le pupitre. Exactement, il est vraiment designé pour faire de la production directe. Donc avec un accès rapide à l'ensemble des besoins de l'opérateur. On a sur la droite la partie menu, rentrer dans le menu de caméra du contrôleur. Au milieu, on va retrouver notre joystick, les touches de rappel de caméra et de position. Oui.
Sur le côté, ça va être tout ce qui est partie Ingé Vision également, la colorimétrie en accès direct. Et un écran tactile qui permet de faire par exemple, si l'image d'une caméra va me permettre de faire le point, de lancer l'auto-tracking, Bien sûr. de faire tout un tas de choses. Donc, en gros, quand j'ai l'IP1000, aujourd'hui, je peux m'affranchir d'un ordinateur, je peux tout faire à partir du contrôleur. La partie multivision et vidéo multivision est très appréciée parce que bien souvent, c'est pas toujours quelle caméra est la 1, la 2, la 3. Là, c'est visuel. Donc, je peux en mosaïque de 4, mosaïque de 9, rappeler directement la caméra qui m'intéresse. On a de la chance aujourd'hui, il n'y a que 3 caméras dans ce studio. Voilà. On s'en sort à peu près bien pour une première fois, hein, Fabien. Voilà, pour l'instant, on a fait des choses simples. On peut également y mettre un Stream Deck. Donc, en natif sur le contrôleur. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour aller faire des raccourcis de preset, par exemple. Bien sûr. Ensuite, on a un autre modèle, ERC SK5. Ça, c'est un modèle qui est fabriqué par Scaroge, donc une société danoise. Voilà. Par contre, couleur et design fait par Canon. Donc, rouge et noir en termes de couleur. Le design, le record de zoom, le joystick, l'ergonomie a été faite par Canon. Donc, voilà. Pourquoi ce produit par un fabricant tiers, tout simplement parce que notre idée, étant challenger, c'est de rentrer dans l'écosystème du client. D'être plus compatible finalement avec les écosystèmes existants. De la même manière qu'on a la lutte. On n'a pas besoin de tout jeter, on peut progressivement rentrer dans l'univers Canon. Progressivement, oui. La nouvelle, parce que l'exposition climatique, c'est génial par rapport à l'écran LED. Ok, très bien. À ce moment-là, on va lui proposer le SK5 qui va être capable d'être ouvert et de piloter l'ensemble des caméras du marché. Donc là, ça permet de conserver... Parce que l'IP1000 ne le fait pas, ça. Parce que on est Canon. Dans un écosystème de Canon, protocole XEC uniquement. Alors, on va y revenir, ce protocole XEC, parce que c'est quand même assez déterminant pour Canon, ce protocole. Oui, c'est une vraie valeur ajoutée. Encore une fois, on est challenger, on veut s'ouvrir au monde, et pas l'inverse. Et le protocole XEC est un vrai succès par rapport à ça. Donc voilà, donc le Scaroge sera intéressant quand j'ai des caméras tiers. Allons-y, parlons du contrôle XEC alors. Alors, le contrôle XEC qu'on a ici, ça va nous permettre d'avoir la main sur l'intégralité de la caméra, de la fonction la plus basique comme faire un rappel de preset, comme tourner la caméra, pan, tilt, zoom. PTZ, chose très simple, qui est aujourd'hui ce que fait très bien par exemple le protocole Visca. Mais par contre, si je veux aller plus loin dans les métadonnées, dans les fonctionnalités de la caméra en elle-même, par exemple l'auto-tracking, on va donner la main à 100% sur l'auto-tracking au développeur tiers. D'accord, comme Inogeny. Comme Inogeny, qui va pouvoir développer le retour de position. Et typiquement, Inogeny, effectivement, va amener de la valeur ajoutée en se disant, très bien, on verra tout à l'heure comment fonctionne CamTrace, mais il pourra également, le cas échéant, déclencher l'auto-tracking de notre caméra et l'arrêter à sa guise, en fonction d'un scénario prédéfini. Bien sûr. Donc, les API sont vraiment communiquées à l'ensemble des partenaires tiers, tout simplement. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Et au contraire, nous, l'idée, c'est de dire, voilà, la valeur ajoutée de nos caméras, il faut qu'elle soit disponible pour nos partenaires. Donc, l'idée, c'est, en ayant accès à toutes les fonctionnalités de la caméra, on va pouvoir faire des choses assez cool avec, comme un point de focus et un fond flouté, par exemple. On va pouvoir changer les couleurs, par exemple, progressivement passer dans une image noir et blanc ou sépia même, pour donner mettre des filtres sur la vidéo, en plus de ce que l'on peut... Sur la colorimétrie de la caméra, on ne jouera pas. D'accord. Parce que là, c'est ce qu'on appelle des custom pictures, donc des fichiers qui sont... alors qu'on peut modifier, bien entendu, mais après, on ne peut pas changer en production, on va dire, de couleur d'image. Ça ne se fait jamais, d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas forcément un intérêt particulier à faire ce genre de choses. Mais voilà, je vais pouvoir activer des fonctionnalités diverses et variées sur la caméra, allumer le tali, tout simplement. Là, on voit qu'on a un tali rouge qui est allumé sur nos PTZ. Oui. Typiquement, ça va être piloté par un CamTrace Inogeny ou un autre automate du marché. Voilà. D'accord. Donc, je crois qu'on va parler maintenant du CamTrack et d'Inogeny. CamTrack Inogeny, donc je vais te laisser la main, Nicolas, pour nous expliquer un petit peu. Bien sûr. Alors, c'est quel bouton pour passer d'un slide à un autre? C'est la petite flèche vers la droite. Très bien. Donc, bonjour. Donc là, on va rentrer sur la section CamTrack, Inogeny et Canon. Absolument. Donc, le CamTrack est un boîtier d'activation à la voix
que l'on va mettre sur le VLAN d'un réseau de caméras et de microphones. Alors, le produit a été développé avec les micros Shure, donc l'entièreté de la gamme des micros Shure est compatible avec le Camtrack, permettant d'associer des zones micro à un preset vidéo ou à une position vidéo sur les caméras, permettant ainsi de, par l'activation de la voix, par la détection de la voix de l'orateur, passer d'un plan à un autre en fonction de qui prend la parole. Donc c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup de technologies de suivi à la voix, parfois propriétaires, hein, je pense à Aver ou à Lubez qui ont leurs propres solutions. Mais ici, on va pouvoir ouvrir les écosystèmes finalement et pouvoir s'adapter à tout type de caméra, dont Canon, où on va pouvoir donc créer des zones de captation et les assigner à un preset caméra permettant d'automatiser entièrement la salle de réunion. Donc aujourd'hui, si nous avions un Camtrack dans cette salle, nous pourrions passer d'une caméra à une autre uniquement par une prise de parole sans l'ajout d'un régisseur dans la salle ou d'une personne tierce qui gérerait finalement la prise de vue. Donc le Camtrack permet de transformer n'importe quelle salle de réunion ou salle de cours de façon de l'automatiser complètement et de pouvoir ainsi filmer la bonne personne au bon moment en fonction de la prise de voix. On peut même mettre des scénarios, on peut à peu près tout paramétrer. C'est assez simple, hein. On va donc assigner une heatmap, une zone de détection micro à une zone caméra. On va même pouvoir utiliser une caméra simple et comme on l'expliquait tout à l'heure, à partir de plusieurs streams issus de cette caméra, passer d'un plan à un autre directement depuis la même caméra et ainsi donner une sorte de studiophile, hein, une impression de production. On peut rappeler des presets effectivement définis par rapport aux différents micro-actifs sur le micro plafond Shure. Oui. Et ça, c'est très apprécié aussi par Camtrack, c'est d'avoir la précision du preset par rapport au capteur du micro Absolument. Actif. Et voilà, il faut que le sujet soit bien cadré au moment où il prend la parole et le diffuser en ligne sur la visioconférence. Exactement. Et puis, le Camtrack va pouvoir utiliser non seulement une ou plusieurs caméras, mais on peut aller jusqu'à, je crois, 8 caméras et 12 microphones. Alors, on peut aller jusqu'à 8 caméras et 12 microphones. Et 12 caméras, effectivement. C'est ça. Donc, de quoi faire de jolies salles. Hein. Ah oui, même de très grandes salles, des auditoriums. Je sais que Camtrack était capable, suivant les scénarios de salle, d'avoir plusieurs configurations préenregistrées. Donc, même si le client différents scénarios, sa scénario de table en U, en L, etc., une fois que c'est prédéfini, ça va être full automatique pour le client. Il n'aura pas besoin de se préoccuper. Donc, oui, le Camtrack a été essentiellement développé pour les micros Shure. Il n'y a qu'un seul micro qui n'est pas dans la liste, c'est le MXA 902, il me semble, qui est un micro-plafond qui est aussi une enceinte. Et sur ce produit, il n'y a pas de capacité de faire des zones de captation micro. Et donc, a fortiori, on ne va pas pouvoir associer ces zones qui n'existent pas à des presets caméra. Donc, mis à part ce produit, l'ensemble de la gamme Shure est couvert par le Camtrack. Donc, pour le moment, c'est que Shure. Demain, Inogeny a annoncé qu'il y aura un support pour Audio-Technica ou Sennheiser, mais pour le moment, c'est que Shure. En tout cas, pour l'année 2026, il n'est pas prévu d'ouvrir l'écosystème microphone à d'autres constructeurs. Cependant, on va pouvoir utiliser le Camtrack dans différents scénarios, soit avec des caméras Full NDI, donc sur le LAN. On va donc utiliser pour la conduite du signal le Camtrack, qui va pouvoir dire aux caméras preset 1, preset 2, position 1, position 2, tel ou tel setting. Et le signal sera en bout de course, finalement, converti vers le monde, j'allais dire analogique, mais là, on parle de l'HDMI ou de l'USB, donc pouvoir sortir du réseau les signaux vidéo et audio vers une MTR, vers une console, vers sa destination, en USB ou en HDMI, avec soit un CAM 230 pour l'USB et l'HDMI, soit l'IP2 USB, qui est un convertisseur, on l'a ici, qui est un convertisseur IP vers USB HDMI, qui va pouvoir donc convertir les flux NDI des caméras, mais aussi va pouvoir convertir le flux audio denté vers le laptop. Donc, c'est assez pratique parce qu'on va pouvoir économiser un DSP, au moins sur ce slide, hein, sur la partie IP, on va pouvoir économiser un DSP, et on va pouvoir avoir l'ensemble des signaux sur le même VLAN, audio et vidéo,
ce qui permet de simplifier les salles où le suivi à la caméra est important. Et on va diminuer énormément le coût de ces salles. Tout à fait. Et même en termes d'intégration, ce qui est intéressant, c'est que je suis sur un simple câblage RJ45 pour connecter mes caméras, mes micros, l'ensemble de ma configuration. Aujourd'hui, passer un câble HDMI d'une caméra à un mélangeur dans une solution corporate, salle de réunion, c'est assez compliqué. Alors du câble RJ45, j'en ai absolument partout. Absolument. Et là, je vais pouvoir passer l'audio, la vidéo, le contrôle. Absolument, à partir du même simple câble RJ45. Alors, les installations IP sont nos préférées, mais il y a aujourd'hui sur le marché beaucoup d'installations qui existent avec des setups, avec des caméras USB ou des caméras USB qui sont connectées en HDMI. Souvent, les caméras font les deux, USB ou HDMI. Dans ces cas-là, on va pouvoir, au lieu de commuter le signal IP, on va commuter donc un signal USB HDMI vers une sortie USB ou HDMI avec les commutateurs ou switchers Inogenic, CAM 230 ou CAM 300 qui sont aussi supportés. Point important également sur les caméras Canon, donc on a vu tout à l'heure, elles sont natifs USB-C, signal UVC, donc uniquement la vidéo, pas l'audio, sachant de toutes les manières. L'audio est transmise par un protocole par les caméras dentées. Et le show. Dante, oui. Alors, je ne sais jamais si on dit denté ou dante. Certaines personnes disent dante, d'autres denté. Moi, je vais dire denteux. Comme on souhaite. Donc oui, voilà, on parlait un petit peu de ce qui existe par ailleurs. Donc bon, j'ai quand même une confiance assez relative finalement lorsque les constructeurs chiffrent un petit peu les économies par rapport à leurs solutions, par rapport à d'autres alternatives, surtout lorsqu'on les nomme, comme ici. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, sur de l'automatisation de salles, lorsqu'on utilise un Camtrack de chez Inogeny en combinaison avec les caméras Canon, on arrive à faire baisser le budget de façon assez significative, tout en augmentant les fonctionnalités de la salle. Absolument. Ce qui est important une solution de simple préciser. À mettre en place. Donc, en parlant de choses simples, le setup du Camtrack est extrêmement simplistique. Niveau bibliothèque rose, donc c'est assez simple. On va associer une zone micro à un preset caméra. C'est assez simple, c'est assez logique. Il y a beaucoup d'options, mais finalement, elles sont toutes assez explicites lorsqu'on arrive sur le panneau de configuration. Donc, le Camtrack est vraiment un produit qui est bien né, qui est facile à configurer, facile à installer et qui ne prend pas beaucoup de place parce que la première chose qui étonne lorsqu'on voit le Camtrack, c'est sa taille. 10 cm par 4 cm par 7 cm, c'est un tout petit boîtier, à peine plus grand qu'un paquet de cigarettes finalement. Et donc, ce chef d'orchestre, une fois installé sur votre réseau, va vous simplifier la vie et va transformer vos réunions en plateau télé, on peut dire ça. C'est comme aujourd'hui. Voilà. Une régie automatique. Absolument. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un régisseur, mais bon, demain, on en pourrait faire ce webinaire sans notre ami Sébastien, finalement, qui est derrière les manettes. Là, aujourd'hui, peut-être qu'il va couper la vidéo, d'ailleurs. Peut-être. Il est fâché. Mais on va peut-être avancer. On sait qu'on est un petit peu pressé par le temps. Donc, vraiment, bon, le combo Camtrack Canon, n'hésitez pas à me contacter sur les projets où nous serons engagés en duo Camtrack plus les caméras Canon. Sky Group et ses fournisseurs feront le nécessaire afin de faire un package extrêmement bien positionné. Nicolas, en termes de prix? Alors, le Camtrack, c'est 2 900 € pour sa version simple, et sa version pro, qui permet de couvrir plus de micros et plus de caméras, est-elle à 4 900 €. D'accord. Une solution très économique. Effectivement, par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est vrai que de prime abord, ça peut paraître cher. Quand on parle de 3 000 à 4 000 € pour une salle ou un studio, ça peut paraître prohibitif. Mais par ailleurs, on va faire énormément d'économies sur les moyens humains et sur aussi la facilité d'usage de ces salles. Donc, une belle avancée technologique. Donc, peut-être un petit mot maintenant pour la fin, Fabien, car nous arrivons au dénouement de ce webinaire. Moi, ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Pareillement. Voilà, de faire le webinaire pour la première Canon avec Sky Group. Absolument. Je pense qu'il y a un vrai intérêt du partenariat avec Inogeny Camtrace. Ça va apporter une vraie valeur ajoutée à nos clients intégrateurs et à leurs clients finaux. Une solution qui, pour moi, me semble très simple à mettre en place. Effectivement. Très efficient. Avec des caméras PTZ de qualité qui vous affranchiraient des problématiques de lumière et autres grâce à nos différentes fonctions embarquées. Voilà, c'est vrai que ce sont des caméras qui sont bien fleuries, qui ont un bon look. J'aime bien aussi leur objectif carré avec la petite lumière d'activation par-dessus. On a notre signature, effectivement, absolument, dans le design. Absolument.
voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être quelques questions en ligne. Alors, je n'ai pas malheureusement accès aux questions ici. Peut-être que D'accord. Sébastien peut regarder s'il y a des questions dans le chat. Bon, a priori, on a été suffisamment clair. Je pense que nous avons été explicites, cher ami, aujourd'hui. De toute façon, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Bien sûr. On est à votre disposition. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin de tester les caméras, on vous les prête. Encore une fois, pour le Camtrack, même chose. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. On se fera un malin plaisir de vous montrer et de partager ces technologies avec vous. Maintenant, on vous souhaite une bonne journée. Je pense que c'est le mot de la fin, effectivement. Voilà, il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte. Exactement. Auquel cas, ce webinaire sera en ligne tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez aller plus loin. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter, moi ou Fabien. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur ces magnifiques caméras PTZ. Eh bien, au plaisir. Et merci. Encore un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Partagé. Merci beaucoup, Fabien. À bientôt. Depuis les studios de Canon, on rend donc l'antenne. Merci. Merci.